Salut, salut. Donc on est mi-mai. Donc le charpentier est de retour là. Il n'était pas là la semaine dernière, mais il est revenu là. Donc il continue le parquet et la préparation du bardage. Donc effectivement le parquet, les bottes sont là. Et là on va aller voir ce qu'il fait. Donc comme les solives doivent être d'aplomb au-dessus du parquet, là on y va au rabot, à la règle. Grâce à la règle on voit les bosses et les bosses on les rabote. Le but c'est d'avoir une surface à peu près plate pour pouvoir poser les palets. Plane. Plate tout court. Plate. Ouais. Donc avec la règle ça le fait bien, là ça va, il n'y en a que quelques-unes à reprendre, il n'y a pas toutes. Il y a toute cette partie-là, et là, et celle du bout qui étaient les plus gauches et les plus voilées. C'est pour ça qu'on les a passées en bout d'ailleurs, pour qu'elles prennent moins la charge. Donc il y a pas mal de rattrapage dessus à faire. Donc on a profité pour nettoyer le sol en bas. Comme ça permettra de récupérer les copeaux pour allumer le feu. Bon allez, le reste du solivage je voulais pas filmer, mais c'est classique, c'est la même chose que de l'autre côté. Donc les lindiers fixés directement en pleine pierre avec de la tige filetée de 8 et scellement chimique, vissé par dessus. Et, hein? Combien? 8? La tige filetée? Ouais. Ah non. C'est du combien? C'est du 12. Du 12? Ah voilà, c'est bien d'avoir une correction. C'est pas moi qui ai fait, c'est Mathieu, donc c'est pour ça que je sais pas. Donc voilà, et après sur tasseau, sachant qu'il y a certains tasseaux ils sont vissés les tasseaux, mais il y en a certains qui sont carrément repris par les tiges filetées, en taille en bout, et après une vis par-dessous dans le tasseau et la solive, et une vis par-dessus, voilà. Biaise qui vient reprendre le dessus. Donc ça bougera pas. Là il y a moins de largeur que de l'autre côté, donc c'est un solivage tous les 48 à peu près je crois. Mais ça va le faire. Allez, je les laisse travailler et on va voir ce qu'ils font. Donc là sur le pignon, donc le pare-pluie a été posé, les tasseaux ont été mis aussi. Donc comme ça sera un bardage vertical, vous avez deux tasseaux, vous avez les verticaux qui sont obligatoires pour l'écoulement de l'eau sur le pare-pluie, et après tasseau horizontal en perpendiculaire sur lequel viendra le bardage. Donc grille anti-rongeur sur le dessus et sur le dessous aussi. Là vous la verrez pas parce qu'elle est derrière, de manière à pas être embêté. Et là il commence avec les lames qui vont servir pour le bardage, les lames de Douglas, à faire le tour de l'encadrement. Les lames pour le bardage elles sont là, c'est des lames que j'avais récupérées il y a un petit bout de temps, c'est des lames de Mélèze qui sont bien conservées. Et le bardage, ça sera un bardage paysan, donc un bardage vertical en chevauchement. Donc là, c'est toute la mise en place, c'est pas Mathieu qui l'a fait, c'est un de ses collègues en fin de formation là qui vient de se mettre à son compte aussi là. Donc ça lui permet de faire de la pratique sur mon chantier en même temps. Allez, je vous reprends pour la suite quand ça sera avancé. Donc, fin du deuxième jour de présence des charpentiers.
Donc là, il restera les lames à mettre au bord, là, qu'on avait dégagé le temps que je fasse le dégrossi. De l'autre côté, le parquet, c'est presque fini. Donc il reste là la lame en bord, là. Mais on la mettra peut-être qu'après. Et là, comme il n'en avait jamais fait, un essai de calpinage sur un mur en pierre, sachant qu'on ne le laissera pas, mais au moins ça permet d'avoir un bon entraînement à ce niveau-là. Donc voilà, et je suis super content de la lucarne parce que ça nous fait vraiment une belle vue sur l'extérieur de la chambre. Bon, Mathieu qui a tout pigé avec le bardage a continué sur le bardage, donc on va aller voir ça. Donc Mathieu s'attaque à la pose du bardage. Donc comme on le voit par dessous, hein, on est sur, il sera recoupé après comme au bout, hein, mais on est sur un bardage en quinconce, une lame dessus, une lame dessous. La lame dessus, elle vient au-dessus de la grille anti-rongeur. La lame dessous, elle vient en ras, comme ça permet d'avoir une bonne ventilation en haut. Et là, on s'aperçoit entre deux lames, comme Mathieu, qui va être charpentier, est aussi un ancien menuisier, ben, il a adopté le système de la tige. Donc il s'est fait une barre avec de latte. Et comme ça, tout de suite, ça lui donne son écartement pour la pose de ses lames. Il n'y a pas à réfléchir ou à tracer 36 000 fois. Et le tout pointé. Donc là, il les pose en longueur inégale et après, on recoupe au droit en bas. Il nous l'a rendu le lundi 19 mai en soirée. Donc suite à un contretemps, Mathieu va pas revenir tout de suite cette semaine. Donc j'en profite pour profiter pour clôturer cette vidéo sur les 6 ou 7 jours de boulot qui ont été faits. Donc la première chose, c'est le bardage qui a continué. Donc il sera ce côté-là et surtout celui-là. Mais avant, je suis en train de dégager la terre là que je trie de manière à bien pouvoir mettre l'échelle. Ça c'est de la terre que je récupère parce que je me resserre après pour incorporer dans mes enduits, voire faire de l'enduit terre directement. Donc je la trie sommairement, là je la mettrai sur une bâche et je refermerai la bâche par-dessus pour le mettre. Donc concernant le bardage, comme on était sur une charpente neuve, pas de souci particulier. Je trouve qu'il rend super bien. Concernant le parquet, il a presque fini les bords, là où il y a pas mal de découpes. En plus, il faut s'arranger pour que ça rentre, comme il y a toutes les jambes de force. Hein. Pas forcément évident. Il reste l'autre côté à faire encore. Plus de traces de ma locataire. A priori, la marque est parvenue. Donc tant mieux. Donc j'avais bouché avec des cartons pour vérifier. De l'autre côté, c'était rentré et en définitive sur les vidéos on a vu que c'était des oiseaux qui étaient venus gratter. Donc pas de signe de la marque. Là au niveau du parquet, tout est fini. Même les lames en bord. Mais sachant que je vais les enlever parce qu'il faut que je rebourde la chaux par derrière. Donc pas de trop de surprises sur le parquet. Si la seule, c'est ici au niveau du seuil. Le parquet passe au-dessus de la pierre. Et la pierre, comme c'était une pierre de seuil, elle était vraiment inclinée sur l'extérieur, de manière à ce que l'eau s'évacue.
Je pense que le maçon pensait que la porte serait à l'intérieur du mur, complètement rentrée, pas à l'extérieur. Ce qui fait qu'on a été obligé à la disqueuse de disquer le dessus de la pierre, de manière à pouvoir poser les lames sur le parquet, pas faire de bosses et pas entamer dans les lames pour les fragiliser. Donc ça fait quand même 25 mètres carrés, donc un bon petit boulot. Donc là, ce qui restera à faire ici, ce qui va être fait rapidement, c'est qu'on va rajouter des chevrons en bas là, de manière à pouvoir mettre le parti dessus, de manière à pouvoir l'éloigner du mur, comme ça coule toujours sur le mur, hein, comme ça là. Et il y a aussi l'isolation en laine de bois du pignon et par vapeur par-dessus. En haut, on a fermé avec le bardage parce que pour l'instant, on n'a toujours pas la menuiserie qui fera la future lucarne ici. Mais ça, on ouvrira après, c'est pas un souci. C'était pas prévu dans le devis. Vendredi dernier, avant de partir, j'ai demandé à Mathieu de me poser les deux menuiseries. Hein. C'est des menuiseries que j'avais récupérées sur le Bon Coin, donc la fenêtre et la porte. La porte, on s'aperçoit qu'elle ne fait pas toute la hauteur, donc on n'a pas encore de quoi fermer. En attendant, j'ai mis un styro dur là, juste pour fermer. Pas de particularité concernant la pose des menuiseries. Pas mal de réglages sur la porte et encore une blague du maçon. Le dormant de la porte avait un retour ici en plastique et du coup le regingot qui devrait être en pierre, qui devrait être sous la menuiserie, se trouve décalé. Donc il y aurait une possibilité de le redisquer. Mais bon, on va laisser comme ça et j'aviserai si jamais j'ai des infiltrations de flotte, mais normalement non, il n'y a pas de raison. Donc à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Hein. Donc la menuiserie ici a un coffre de volet roulant. C'était intégré à la menuiserie. La porte, elle, n'a pas de volet roulant, mais volontairement j'ai pris une porte avec juste une petite lumière, de manière à ce que ça ne dérange pas, comme ici, si c'est un studio, de manière à pouvoir faire le nuit. Donc là, il faut que je dégage et que je rouvre la porte, de manière à avoir un accès direct. Autrement, je ne sais plus si vous l'avez filmé, le voligeage est fini. Comme on ne voulait pas qu'il y ait d'eau qui rentre sur le parquet, on a mis des ardoises, Mathieu a mis des ardoises en provisoire sur l'ancienne maison de toiture. Bon, c'est bombé hein, parce que c'est pas au même niveau. Et il restera aussi les tours de lucarne et les volets roulants à poser sur les lucarnes. Donc ça c'est pour le devis en cours. Devis suivant, c'est la couverture. Sachant que j'ai un souci sur cette partie-là, la couverture est bonne, mais je suis posé sur un pare-pluie. Mon pare-pluie, c'est du papier gaudronné. Donc c'est un pare-pluie non perméable à la vapeur d'eau. Ce qui nous empêche, ce qui nous oblige, lors de l'isolation, si on laisse comme ça, de laisser une lame d'air entre la volige et l'isolant laine de bois et de percer des chatières de manière à faire l'aération sous toiture. Tenu de manière à avoir une isolation homogène sur toute la longueur, c'est qu'on va la découvrir, enlever les voliges, poser un pare-pluie HPV
et dessus l'attelage et soit voliche, soit lito. Je ne sais pas encore, de manière à réutiliser les ardoises au maximum. Donc comme ça, il y aura juste les ardoises les plus mauvaises et celles-là à racheter. Avec bien sûr, en haut, au niveau de la faîtière, une faîtière ventilée de manière à ce que l'air chaud puisse s'échapper par le sommet du toit. Donc c'est très important cette circulation d'air sous ardoise, hein, surtout avec le laine de bois, parce que c'est ce qui garantit, la laine de bois, c'est ce qui garantit l'efficacité du déphasage. C'est-à-dire c'est ce qui permet d'éviter que la chaleur de la journée ait le temps de rentrer dans la pièce avant la nuit, et la nuit de refroidir la partie extérieure par la circulation d'air, donc de manière à ce que la chaleur qui était rentrée dans l'isolant ressorte à l'extérieur. Donc là sur l'autre lucarne c'est pareil, il y aura les joues à finir, à plaquer hein, en zinc, et le volet roulant à mettre sur la lucarne. Celui-là sera électrique, de l'autre côté il est manuel, mais comme la lucarne est plus grande, c'est pas plus mal. Et pareil, toiture de l'autre côté aussi, hein, on fait le même principe que de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on découvre tout de manière à tout remettre correctement. Au niveau gouttière, ça se passera comment? On prévoira un débord de banque de zinc, parce qu'en définitive, je n'ai pas de gouttière de ce côté-là. Hein, pour qu'après ça parte sur la future couverture du garage. Mais comme il y a une cassure d'angle, la goutte d'eau ne devrait pas être trop rapide, donc ça devrait aller. De l'autre côté, par contre, ça sera de la gouttière, une gouttière nantaise qui filera sur toute la longueur. Bon, je pense que j'ai assez parlé. Il nous reste encore un questionnement concernant le sous-toiture. Si on enlève le pare-pis, on lège la volige apparente. Si je le couvre par-dessus ou si je le laisse comme ça, je ne sais pas encore. J'attends que le bardage soit fini de poser pour voir ce que ça donne et la couverture pour voir ce que ça donne. Allez, sur ce, je vais vous dire à une prochaine. Donc je ne sais pas si ça sera un journal de bord sur le terrain, la poursuite des travaux par les charpentiers, ou alors peut-être une vidéo sur le sillage, parce que j'ai rattaqué mon sillage de grume là. Donc dans tous les cas, je vous dis à très bientôt et Kenavo.